Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le 62e congrès de l'Internationale libérale s'est ouvert vendredi à Dakar en présence de plusieurs chefs d'État africains, notamment du président Alassane Ouattara. De nombreux délégués de partis membres de l'Internationale libérale prennent part également à la rencontre. Le RDR, qui est membre de l'Internationale libérale, est fortement représenté à ce congrès qui a pour thème le libéralisme moderne, libéralisme 4.0. Envoyé spécial à Dakar, Viviane Aïman. L'Internationale libérale, Fédération mondiale des partis politiques libéraux et radicaux, a ouvert officiellement ce vendredi 30 novembre son 62e congrès au Centre international des conférences de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, en présence des présidents Macky Sall, dont le parti l'Alliance pour la République est membre de l'Internationale libérale, et Alassane Ouattara, dont le parti le Rassemblement des Républicains est également membre de l'Internationale libérale. Deux autres chefs d'État, les présidents George Weah du Libéria et Adama Barrow de la Gambie, étaient présents en tant que membres observateurs. Hormis les chefs d'État, de nombreux délégués venus du monde entier, car l'Internationale libérale couvre les 5 continents. Le RDR, parti politique ivoirien, qui a intégré depuis 2003 l'Internationale libérale, était représenté à ce congrès, outre son président d'honneur, le président Alassane Ouattara, par une forte délégation comprenant la secrétaire générale du parti, la ministre Kandia Camara, le ministre Sidi Touré, le ministre Ali Koulibaly et les principaux responsables des organes dirigeants de ce parti. Ce congrès de Dakar, en cette année 2018, et avant lui le congrès à Abidjan de l'Internationale libérale en 2012, sont des démonstrations, comme l'a souligné le président sortant de l'Internationale libérale, Jules Minovs, que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont deux pays conduits par des présidents d'option libérale et dont les succès font la fierté de l'Internationale libérale. Les présidents Macky Sall et Alassane Ouattara ont été invités tour à tour à présenter leur contribution à ce congrès. Il est heureux, et c'est peut-être même un signe du destin, que l'Internationale libérale, organisation longtemps taxée de péocentriste, en l'espace d'une décennie tienne à 2 reprises son congrès en terre africaine. C'est aussi un autre signe du destin que cette rencontre se déroule au Sénégal, après celle tenue en Côte d'Ivoire, vous l'avez rappelé, sous la présidence de mon frère Alassane Ouattara, une autre figure emblématique du libéralisme africain contemporain. Monsieur le Président, merci pour votre présence parmi nous. Et nos deux trajectoires étant marquées du sceau du combat pour la démocratie et la justice. Nous partageons tous les valeurs cardinales de la famille libérale, valeurs fondées sur le respect des principes de démocratie, de liberté, des droits humains, d'état de droit et de promotion de la bonne gouvernance. Voilà notre référentiel commun. En Afrique, nous voulons aussi insister pour que le libéralisme classique intègre davantage nos valeurs de culture et de civilisation positive, au premier rang desquelles le vivre ensemble dans la solidarité. C'est l'occasion d'exprimer ma reconnaissance à la grande famille libérale qui a accompagné et soutenu plusieurs formations politiques, dont la nôtre, au plus haut sommet de l'État. Je dois dire que même pendant la campagne présidentielle, en 2010, l'Internationale libérale a envoyé une délégation en Côte d'Ivoire pour faire la campagne avec moi à l'intérieur du pays. Je voudrais également vous dire combien je suis fier d'appartenir à cette grande organisation au moment où il faut un libéralisme à visage humain pour propulser le développement, réduire l'inégalité et lutter contre la pauvreté. Monsieur le Président, vous aviez vu juste. Et je constate
que quand on applique ces politiques, on est en mesure effectivement de réduire la pauvreté dans nos pays. En effet, dans plusieurs pays, y compris le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le libéralisme a permis d'impulser la croissance économique, de créer des emplois, notamment pour les jeunes, de lutter contre la pauvreté et d'ouvrir des espaces de liberté tout en consolidant la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Et je dois dire que nous pouvons être fiers de ces performances. Après leurs interventions, les chefs d'État ont signé l'acte célébrant le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux du Congrès devaient se tenir en session. Le Congrès devrait clore ses travaux le samedi 1er décembre. Et ici en Côte d'Ivoire, la Cour suprême a donné vendredi le verdict des contentieux nés des élections municipales et locales du 13 octobre dernier. 101 recours avaient été déposés par des candidats malheureux au scrutin devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Les élections municipales doivent être reprises dans 4 communes pour lesquelles des réclamations ont été formulées. Au total, 6 communes sont concernées par la reprise des élections. Le commentaire de Gabriel Zani. Le vendredi 23 novembre, la Cour suprême a annoncé la reprise des élections dans les communes de Port-Bouët et de Lakota. Aujourd'hui, les dernières décisions de l'institution indépendante annoncent également d'autres annulations d'élections pour 4 communes. Rubino, Boko, Bingerville et Grand-Bassam portent ainsi à 6 le nombre de communes dans lesquelles les élections doivent être reprises. La Cour suprême a aussi rejeté plusieurs réclamations confirmant ainsi de nombreuses victoires. Pour certaines grandes communes comme Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, Bouaké au centre, Fakobli, Diokoué et Guiglo, situés dans l'ouest, et Daoukro à l'est du pays, les victoires des candidats aux municipales déclarés élus peuvent être célébrées. Pour les régionales, les vainqueurs des régions des Grands Ponts, de l'Agnébitiassa du Gbeke, de l'Indénié Djuablin du Orodougou de l'Ifou sont définitivement situés. C'est la fin du suspense. Leur victoire est certifiée par la Cour suprême. Dans la région du Moronou, la victoire de Pascal Afin-Guesson est confirmée avec 43,13% des voix exprimées contre 42,67% pour Véronique Aka. Cela dit, les scrutins régionaux seront seulement repris dans le Logibwa, région du centre-ouest, et le Guémont, situé à l'ouest du pays, comme annoncé par la Cour suprême lors de sa première séance publique sur les contentieux électoraux. Par ces décisions, la Cour suprême vient de vider les contentieux électoraux sortis de la proclamation des résultats des élections municipales et régionales du 13 octobre. Elle a statué sur 101 recours. La Cour annonce l'organisation de nouvelles élections dans les communes et régions concernées par les annulations de scrutin dans un délai de 3 mois. L'Agence nationale de l'environnement et la Banque mondiale ont initié une rencontre de renforcement de capacités. La rencontre était destinée aux points focaux des structures membres de la commission interministérielle d'évaluation des études environnementales et sociales. Cette formation est organisée en vue d'harmoniser et améliorer les procédures de travail sur les politiques de sauvegarde environnementale. C'est un reportage d'Astou Touré. À la 21e conférence des partis COP21 à Paris, la Côte d'Ivoire a manifesté son engagement à œuvrer efficacement et durablement à la sauvegarde de son environnement pour une amélioration du cadre de vie des populations. Pour atteindre ces objectifs, l'Agence nationale de l'environnement AND s'est engagée dans un élan de redynamisation. La problématique de l'environnement a un caractère horizontal. Il s'agit à un moment donné de se retrouver, de se mettre d'accord sur toutes les procédures et de bénéficier de l'appui de la Banque mondiale, bénéficier aussi de ces procédures pour que nous soyons tous en phase dans la mise en œuvre de la politique proposée par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Les populations sont en retard. Il faut les sensibiliser au maximum pour prendre en compte toutes les préoccupations de l'État de Côte d'Ivoire pour avancer dans ce domaine. L'AND bénéficie de l'appui de la Banque mondiale à travers une politique de sauvegarde qui a pour but d'identifier, d'éviter et minimiser les préjudices éventuels pour les populations et l'environnement. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale visent à faire en sorte qu'on puisse atteindre l'objectif de développement du projet, qui est le bien-être des populations, mais sans impacter ou impacter de façon limitée
les composantes de l'environnement d'où nous tirons nos ressources naturelles, mais également ne pas poser des préjudices donc aux populations. Donc la Banque mondiale a appris de ses succès, mais aussi de ses échecs, et pour cela a mis en place un nouveau cadre environnemental et social qui vise donc à mieux protéger l'environnement et à mieux protéger donc les communautés contre les effets pervers des projets sur les communautés. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable salue les acquis, mais reconnaît toutefois que beaucoup reste à faire. En termes de sauvegarde de l'environnement, il y a d'abord au niveau législatif à prendre des textes. Et c'est important parce que si vous n'avez pas de texte, vous ne pouvez pas vous endosser à une action efficace. On a déjà engagé une loi pour la diversité biologique et on a pris une loi, par exemple, pour la protection et l'aménagement du littoral côtier. Ce premier atelier relatif aux politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale réunit une soixantaine de personnes et se tient sur 3 jours. L'Allemagne entend faire bénéficier à la Côte d'Ivoire son savoir-faire économique dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que l'on retient des premières journées ivoiro-allemandes qui viennent de s'achever à Abidjan. La Côte d'Ivoire a présenté ses secteurs porteurs, notamment dans le domaine de l'agro-industrie, des mines, et du tourisme et des énergies. Lanciné Bakayoko revient pour nous sur le film de la rencontre. Au niveau de l'agriculture, les opportunités offertes par l'État de Côte d'Ivoire se concentrent dans la biotechnologie, les fertilisants, l'agrotechnologie, l'aquaculture, le bétail, les équipements agricoles et les productions alimentaires. Avec l'appui du secteur privé, notre pays compte atteindre un taux de première transformation de toutes ces matières premières agricoles d'au moins 50% en moyenne à l'horizon 2020, contre 33% pour le cacao actuellement et moins de 10% pour la majorité des autres spéculations. En ce qui concerne le domaine énergétique, les vannes sont ouvertes. Ici, l'objectif est de passer de 2275 MW aujourd'hui à 4000 MW en 2020. Le secteur énergétique ivoirien a besoin d'investissements importants pour répondre à une forte croissance de la demande, aussi bien locale qu'extérieure. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté des projets nécessitant des investissements de plus de 20 milliards de dollars US d'ici 2030. Avec le tourisme qui offre des facilités en matière de construction de complexes hôteliers, les secteurs financiers et miniers en pleine restructuration, la Côte d'Ivoire jouit d'une forte attractivité. Les relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire se développent à un rythme rapide, donnant lieu à davantage d'activités et de collaboration. Et ça, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Une série de programmes ont été lancés pour stimuler la croissance et l'innovation et la participation du secteur privé. Au niveau des échanges commerciaux, les exportations ivoiriennes vers l'Allemagne, composées essentiellement de cacao, de combustible et de caoutchouc, s'élèvent à 650 milliards de francs CFA. Le fact-checking ou la vérification des faits est une pratique essentielle aujourd'hui dans le traitement de l'information face aux rumeurs et fausses informations qui inondent les réseaux sociaux. Les professionnels de l'information se tournent dorénavant vers le fact-checking pour démentir les fake news. Le sujet était au centre d'un panel à l'occasion de la 5e édition de Africa Web Festival animé par la RTI, l'AFP et Africa Checking. Serge Kolia. La vérification des faits ou le fact-checking n'est pas un effet de mode. C'est une réalité essentielle à prendre en compte aujourd'hui dans la collecte, le traitement, la publication et la diffusion d'informations. Et pour cause, fausses informations, rumeurs et canulars alimentent de plus en plus les réseaux sociaux. À l'occasion de la 5e édition d'Africa Web Festival, la RTI ouvre le débat. On est juste à l'étape basique de la vérification de l'information. Et aujourd'hui, on a pu réunir AFP et Africa Check, deux structures qui ont de grosses expériences en matière de lutte contre les fake news. L'idée derrière, c'est de pouvoir certainement établir une plateforme de collaboration avec ces structures qui permettra à la RTI d'entrer pleinement et entièrement dans la vérification de l'information. Aux côtés de la rédactrice en chef adjointe de RTI 1, un représentant de Africa Check et une journaliste de l'AFP. Ils sont venus
partager leurs expériences en matière de fact-checking. Depuis 2017, nous avons ouvert 13 bureaux spécialement pour ça. Il y a 20 journalistes qui ne s'occupent que de ça au quotidien. Si l'AFP s'est autant engagé dans le fact-checking, c'est que la demande, tant au niveau des médias, nos clients, que les citoyens, est extrêmement forte. Et aussi parce que désormais les fausses informations avec les réseaux sociaux ont acquis une telle force de frappe qu'elles peuvent pourrir la vie politique, économique et sociale d'un pays. Pour les panélistes, le développement de l'information sur Internet appelle les professionnels à plus de responsabilités. Au-delà du travail des médias, il est important d'outiller le public, les citoyens, pour qu'ils aient les moyens aussi, à un certain niveau, de vérifier les informations. La RTI, initiatrice de ce panel, a créé les vérificateurs de l'information. Elle entend poursuivre ses efforts dans la lutte contre les fake news. Parlons à présent de sport de football. Le tournoi Interdirection 2018 doté du trophée Amadou Bakayoko s'est achevé ce vendredi au stade de la haute fréquence de Cocody. L'équipe de Contenu FC a pris le meilleur sur Administration FC sur le score de 2-1. Le film du match avec Aude Alegbe. C'est dans une belle ambiance que les équipes de Contenu et Administration FC sont arrivées au stade de la haute fréquence. Après le coup d'envoi donné par le président du conseil d'administration de la RTI, Brou Aka Pascal, et le directeur général Amadou Bakayoko, les choses sérieuses prennent place. Stéphane Kiyonda de Contenu FC en blanc-noir lance cette finale en marquant le premier but, quelques minutes après le début de la partie. L'égalisation ne tarde pas grâce au buteur de Administration FC, Dou Christian. Contenu FC 1, Administration FC 1. À la reprise, Didier Bléau corse l'addition pour Contenu FC sur un coup franc d'anthologie. Contenu FC 2, Administration FC 1. Score qui reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Je tiens à saluer d'abord tous les directeurs du Contenu FC, vraiment qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Oui. Vraiment cette victoire-là, on la mérite. On la mérite. On a arraché la coupe à l'administration. C'était une très belle finale. Notre objectif, ce n'était pas forcément de gagner le trophée, c'était cette ambiance que la Coupe de la RTI a eue. Malheureusement, nos adversaires ont été plus forts que nous, il faut le reconnaître. Bon, enfin, on n'a pas démérité, hein. Nous ne sommes pas venus en victime résignée, on s'est battu avec nos âmes, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça fait plaisir, je ne serai pas très long, profitez de votre fête. Rendez-vous dans quelques jours, la DRH vous dira pour la remise des trophées. Je crois qu'il va falloir qu'on augmente la valeur du prix, hein, n'est-ce pas? Le public a eu droit à 2 matchs de gala. Le premier a opposé 2 équipes féminines de la RTI. L'équipe en blanc s'est imposée 1-0. La seconde rencontre a mis aux prises les humoristes en rouge-blanc aux agents de la RTI et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a pu voir le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, dans les poteaux. Les humoristes ont pris le dessus 1-0 sur les agents de la RTI. Pour rappel, le tournoi a commencé le 2 novembre dernier pour s'achever le 30 novembre avec 5 équipes qui, à travers le sport, ont partagé des instants de convivialité. Et puis le Cameroun n'organisera pas la CAN 2019, c'est la CAF, la Confédération africaine de football, qui l'a décidé. La nouvelle est tombée vendredi soir à Accra lors d'une réunion présidée par le président Ahmad Samuel Mech. En réunion extraordinaire ce vendredi à Accra, la capitale du Ghana, le comité exécutif de la CAF a décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Au nombre des raisons évoquées par l'instance dirigeante, l'on pourrait noter que les visites sur l'avancement des travaux d'infrastructure n'ont pas été satisfaisantes, selon la commission d'organisation. Une autre raison d'ordre sécuritaire avec le groupe terroriste Boko Haram et l'insécurité grandissante dans le nord en zone anglophone sont à la base de cette décision. Une nouvelle procédure de candidature verra le jour dans les prochains jours pour déterminer qui recevra la compétition qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019. Le Maroc ainsi que l'Afrique du Sud sont pressentis pour se porter candidat. Ils ont 1 mois pour déposer officiellement leur dossier.
Au chapitre de l'actualité internationale aux États-Unis, George Bush père est mort vendredi à l'âge de 94 ans, a annoncé son fils George Bush Jr. dans un communiqué publié sur Twitter par un porte-parole de la famille. L'ex-président républicain de 1989 à 1993 et vice-président de Ronald Reagan était atteint par une forme de la maladie de Parkinson. Il décède 8 mois après sa femme Barbara Bush. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi et l'information continue sur RTI 1.